Mesdames et messieurs, l'heure a sonné pour votre émission Air Politique. Nous allons débattre, parler, discuter sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de cette proposition de loi sur les référendums en RDC, portée par le député national Paul Gaspard Ngondo Ngoy. Nous allons aussi aborder ces sanctions des États-Unis contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Pour en parler, j'ai reçu pour vous M. Joël Kadé, à qui je dis bonjour. Bonjour et merci beaucoup, très cher journaliste M. Gilbert. Merci, c'est à nous de vous remercier pour votre présence chez nous. C'est votre première fois d'être reçu sur notre plateau. Quelles sont vos impressions après avoir visité nos locaux? Bon, d'abord, je félicite le directeur général, M. Gauthier Sey, qui est un jeune frère propre, un ami proche, dont j'ai vu l'arrivée dans la profession et j'ai aimé sa détermination, sa sagacité, son engagement pour une presse libre et son engagement surtout pour les investigations. Je suis heureux qu'il ait migré de médias en ligne à la presse audiovisuelle avec une télévision combien équipée et très bien équipée. En tout cas, je suis très très fier de lui. Je suis très ému. Je suis très très ému. Je le félicite et je vous félicite également. Merci beaucoup. Tout l'ensemble du personnel de Netic Télévision. Sans plus tarder, nous allons aborder notre premier sujet annoncé sur la proposition de loi sur les référendums en RDC. La question que l'opinion se pose est celle de savoir pourquoi parle-t-on aujourd'hui d'un vide juridique autour du référendum en RDC malgré l'existence de la Constitution. Bon, vous savez, heureusement que votre question est intelligible et intelligente. Et là, elle-même la réponse en soi, parce que c'est l'article 5 qui confie la souveraineté du pays au peuple congolais. Et cette souveraineté s'exerce de deux manières. Un, c'est par l'élection de représentants du peuple qui sont président de la République et les députés et sénateurs. Mais également, cette souveraineté peut s'exercer par le peuple lui-même au moyen du référendum. Et c'est l'article 5 de la Constitution. Cette Constitution est promulguée depuis le 18 février 2016. Jusqu'à ce jour, il n'existe pas une loi référendaire qui organise comment est-ce qu'on peut tenir un référendum. Le référendum peut se tenir, par exemple, sur le changement de la Constitution, sur la cession d'une partie de notre territoire, comme l'article 217 le prévoit, à une puissance étrangère. Et donc, il avait fallu que l'on puisse avoir une loi qui organise le référendum. Au départ, c'était le professeur Tony Mwabakazadi qui avait déposé cette proposition de loi, qu'aujourd'hui, M. Gaspard Ngondankoy l'ait portée. Je crois que c'est dans une bonne voie, de telle sorte que nous puissions avoir les moyens d'organiser le référendum. Vous savez, personnellement, nous nous sommes battus pour le changement, la révision de cette constitution depuis 2007, depuis 2008. Les gens l'ont... Il y en a qui nous ont suivis dans le média. Je me suis battu avec Vano Kiboko. Je me suis battu avec l'honorable Nazem Nazembe, le député élu provincial et national d'origine libanaise, paix à son âme. Nous nous sommes battus d'abord, au départ, c'était pour qu'on la révise en vue de doter du district urbano-rural de Lualaba, qu'il soit une province. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une tricherie, un montage honteux et honteux qui avait été ficelé pour mélanger le district de Lualaba à celui urbano-rural de Kolwezi, qui avait deux territoires et deux communes, Manika. Nous nous sommes battus, mais on n'a pas été entendus.
Et en 2015, nous sommes encore revenus pour demander que la Constitution soit changée avec Nazembe pour instaurer la démocratie consensuelle qui permette que les gagnants puissent gérer avec les perdants de telle sorte à éviter les conflits post-électoraux. Nous sommes battus. Les gens peuvent croire que non, c'est aujourd'hui que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, que nous nous battons. Non, moi je me suis battu pour que cette constitution, la première raison, c'est celle que je viens de vous donner. La deuxième raison, c'est la constitution la très hyper institutionnalisée. Les belligérants venant de Sun City ont cherché à s'octroyer des postes dans les institutions. Ils ont créé un gouvernement qui peut être éléphantesque. Vous avez 2 chambres. Dites-moi aujourd'hui l'importance du Sénat que nous avons. C'est une institution budgétivore inutilement. Vous avez le ministère de Médias et Communication. Et de l'autre côté, vous avez le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Ces chevauchements créent un réel problème sur l'émission de l'une ou l'autre institution. Vous avez d'un côté le ministère des droits humains, le ministère de la justice et garde-sceaux. Et de l'autre côté, vous avez la Commission nationale des droits humains. Qui fait quoi? Qui doit faire quoi? C'est là où vous voyez les ministres, par exemple, des droits humains, s'enliser deux fois dans les attributions qui sont dévolues au ministre de la Justice. Et le président de la Commission nationale de droits humains se morfondre dans ce qui ne lui revient pas. Tout simplement, on a trop d'institutions. Vous avez un gouvernement aujourd'hui de 50 membres. J'ai déjà été directeur de cabinet. Je dois vous dire qu'un cabinet d'un ministre a au moins, comme personnel politique, administratif, d'appoint, au moins 49 personnes. Vous avez, et ces gouvernements-là, tous les cabinets, quand vous les mettez ensemble, et quand vous quittez le gouvernement, vous avez d'autres institutions, Conseil économique et social. Dites-moi son apport. Mais la taille du gouvernement n'est pas reprise dans la Constitution. Ce n'est pas repris dans la Constitution, mais vous avez un pays où vous avez plus de 1000 partis politiques. Ce n'est pas la démocratie, c'est la particratie. Mais si dans la Constitution, on pouvait fixer que nous avons 2 partis politiques, ou nous avons 3 partis politiques. Nous avons un parti de gauche, un parti de droite, un parti du centre. Et d'ailleurs, c'est de cette façon que les choses sont en train de se passer. Vous avez la majorité principale à travers l'union sacrée, et vous avez l'opposition de l'autre côté. Et un parti pouvait se mettre au centre, ou ceux qui ne sont ni à gauche ni à droite pouvaient se mettre au centre. Mais vous avez une constitution qui vous laisse la voie libre à la création d'une multitude de partis politiques. Et allez-y, vous êtes journaliste intelligent et d'investigation, allez-y aujourd'hui, très cher ami, consultez les statuts de ces partis politiques. C'est du copier-coller. Ce sont des partis mallettes. C'est du copier-coller. Des partis qui Ce sont les n'existent que partis sur papier. politiques qui ont instauré une sorte de népotisme dans notre pays. Voyez-vous, quand vous prenez le parti, par exemple, des Bâtis, on vous dit que Safi a au moins 7 postes dans ce pays. Vous prenez le parti de Pius Mwabilou. C'est Safi qui est DG de l'OCC. C'est Safi qui est Dirkaba au ministère de l'industrie et développement de l'entrepreneuriat. Et s'ils méritent ce poste, où se trouveraient les Ils peuvent problèmes? mériter. Mais pourquoi quand il faut danser, quand il faut chanter, quand il faut traîner les gens sur la rue, ce sont les enfants des autres. Et quand il y a des postes, ce sont les enfants du président du parti politique. Donc c'est justement pour vous dire, ça c'est une des raisons. Et l'autre raison, telle que nous passons avec vous cette émission, je vous dis qu'il y a une catégorie de personnes qui ne nous suivent pas. Et pourtant le chef de l'État a voulu, en accédant au pouvoir en 2019, qu'il n'y ait pas de Congolais laissés pour compte. Or, ces Congolais laissés pour compte, il y a eu Mme Irène Sambo qui a mis en marche un dictionnaire
des personnes vivant avec des handicap. personnes vivant avec handicap, mais des malentendants ou des sourds muets, des malentendants ou de ceux qui n'entendent pas, qui peuvent, à l'aide des signes, suivre cette émission, suivre ce débat, mais ils ne peuvent pas le suivre. Il n'y a que la RTNC qui l'organise au cours des journaux télévisés. Seulement. Parce que la Constitution fixe les langues nationales à 4. Et cette Constitution est assise sur le germe de la balkanisation, sur des germes conflictogènes. Donc c'est une Constitution où le président de la République, à qui on demande tout, a moins de pouvoir que le Premier ministre. Et pour nommer le Premier ministre, le président doit prendre au moins une année. Pourquoi? Mais parce qu'il faut consulter, conformément aux articles 90, 97, 99. On doit consulter. On doit mettre en place la majorité. On doit identifier la majorité présidentielle. Or, dans le contexte de notre pays, il est difficile, voire impossible, d'identifier la majorité parlementaire, de laquelle on doit désigner un Premier ministre. Donc, tout ce temps que l'on va prendre, le pays souffre. Est-ce que pour identifier la majorité présidentielle, il faut prendre autant de temps? Je pense que dans une semaine, la Constitution fixe 30 jours, renouvelable une fois. Donc il faut revoir ces questions-là. Mais toutes ces questions doivent être revues. Vous savez, j'ai dit quand nous avons commencé ce débat pour le changement de la Constitution, nous avons dit que c'est une erreur grave de refuser aux Congolais de réfléchir sur le changement de la Constitution. Pour quelle raison? Si les gens pensent que c'est pour le maintien de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, c'est une erreur. Et si les gens pensent que c'est pour le départ de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est aussi une erreur. Mais que voulez-vous dire finalement quand on sait que les militants de l'UDPS disent que Tshisekedi n'a pas un mandat, il a plutôt une mission. C'est comme s'ils veulent qu'il s'éternise au pouvoir. Mais un mandat, c'est une mission. Et une mission, c'est un mandat. Dans le contexte où ces propos sont tenus, c'est pour dire que Tshisekedi doit avoir plus de temps au pouvoir. D'après la compréhension des Congolais. Bon, écoutez, c'est leur droit de réfléchir ainsi. Mais nous disons, conformément à la Constitution qui nous régit, Félix Tshisekedi Tshilombo a été élu et occupe la tête de notre pays en 2019. Il a une possibilité, il a eu la possibilité d'être réélu une seule fois. Son mandat finit en 2028. Mais il y a un problème qui se pose. Nous avons une partie de notre pays qui est coupée. Comment va-t-on faire? Nous allons organiser les élections en 2028. Sans Goma, sans Bukavu. On l'a fait, ça ne sera pas la première fois. Ça ne sera pas la première fois. On a eu cas de jurisprudence. C'était Bunagana, oui c'est vrai. Mais aller en Ukraine, aller demander au président ukrainien d'organiser les élections. Aller au Mali. Là, ceux qui pensent que l'on doit organiser les élections en 2028, pour le départ de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils ont raison. Mais la conséquence, c'est quoi, Gilbert? La conséquence, c'est que nous allons consacrer la balkanisation. Parce que, au nom de quoi Tshisekedi doit quitter le pouvoir et Nanga rester régner à Goma. Moïse Nyarugabo rester régner. Mais il y a le processus de dialogue qui est en cours. C'est tout ce que nous disons. Le régime disons. de Kinshasa C'est négocie, dialogue avec les rebelles. Nous espérons que ce dialogue aboutisse. Et lorsqu'il va aboutir, de permettre à ma propre sœur, dont je ne peux pas citer les noms ici, qui est à Goma, à son époux, à ses beaux-frères, à ses belles-sœurs, de voter également. C'est lui qu'ils voudront avoir comme président de la République. Vous savez, j'ai constaté une chose que le Congolais ne veut jamais. On ne s'aime pas. Vous allez voir que les Congolais, nous sommes un peuple où les Congolais n'aiment pas les Congolais. Mais quand il s'agit de l'intérêt national, regardez ce qui s'est passé lorsque nous avons gagné au barrage de match contre la Jamaïque. Vous avez vu l'effervescence qui a caractérisé les populations de Goma, de Beni, de Butembo, tout à fait, de Bukavu. Donc c'est pour vous dire que les Congolais ne veulent pas de la soudanisation. Un mot employé d'ailleurs hors contexte, hors environnement, par Kabila qui nous croit être amnésiques, qui nous croit comme des imbéciles, pour dire la soudanisation. La soudanisation, c'est quoi? La soudanisation, et d'ailleurs, quand on parle que l'objectif c'était avoir la paix.
Mais aujourd'hui, nous avons la guerre au Soudan et nous avons la guerre au Sud-Soudan. Et je ne sais pas si vous avez vu les images qui ont été montrées hier et aujourd'hui. Quand vous regardez les enfants, ils sont totalement maigrichons. Au Soudan, c'est justement pour vous dire quoi? Que là-bas, c'était les Arabes, les islamistes, avec les chrétiens au sud et les noirs au sud. Nous, chez nous, nous avons 450 tribus. Nous nous marions entre nous. Nous nous acceptons entre nous. Et donc, ce n'est pas le Soudan ici. Donc, Kabila a tenté quelque chose qui ne va pas réussir. Ce qui est vrai, Gilbert, est que tôt ou tard, l'unité de la République démocratique du Congo sera retrouvée, soit par notre génération, la génération la plus sacrifiée, soit par nos enfants. Voilà, alors la question tirée de votre réponse est celle de savoir, est-ce que l'on peut changer la constitution pendant qu'une partie du pays est prise par la rébellion? Je rappelle que la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, je parle de Goma, Bukavu, sont entre les mains des rebelles. Deuxièmement, ces provinces-là, les deux citées précédemment, sont en état de siège. Nous pouvons, je vous l'ai dit, nous pouvons changer la constitution pendant que ces deux provinces sont en état de siège? Non, c'est difficile, étant donné qu'on ne peut pas organiser un référendum pendant l'état de siège et que le référendum également ne peut pas s'organiser sans une partie de notre pays. C'est ainsi que nous, qui nous battons pour le changement de la constitution, nous croyons que la paix reviendra et nous saurons organiser ce référendum éventuellement l'année prochaine, donc avant l'année où on doit organiser les élections. Je crois que ça va se passer avant. Voilà pourquoi nous saluons la proposition de loi déposée par le professeur Ngondankoy. Nous espérons que le Parlement va nous offrir cette loi dans les meilleurs délais pour permettre, lorsque nous aurons la paix à Goma, nous aurons la paix à Bukavu, que nous puissions aller au référendum et organiser, changer cette constitution des belligérants, cette constitution très conflictogène. Voilà, la dernière question avant de prendre le deuxième sujet annoncé pour cette émission. J'ai vu quelques pasteurs, les grands pasteurs, qui se sont réunis pour soutenir le changement de la constitution. Et il y a la réaction de Soni Kafuta qui dit non, qui ne s'associe pas à ces pasteurs-là. L'Église catholique, elle, je pense qu'elle est contre le changement de la Constitution. Il y a donc des églises qui sont divisées. Au nom de la paix, est-ce qu'on ne peut pas mettre de côté cette proposition de changer la Constitution, de vouloir d'abord organiser les élections et puis d'y revenir plus tard? Bon, on va y revenir plus tard. Cher ami, nous avons, en vous disant que cette constitution est hyper institutionnalisée, je ne vous ai pas dit que nous avons 37 communes rurales. Nous avons 42 communes urbaines. Nous avons, je crois, 39 villes. Et si on doit organiser les élections à tous ces échelons-là, nous avons un maire à la tête d'une ville, nous avons un conseil urbain, nous avons un comité exécutif qui constitue pratiquement le gouverneur. Toutes ces personnes-là, nous avons un bourgmestre, nous avons un conseil municipal, nous avons un comité municipal. Jusqu'au niveau de la chefferie. Au niveau des provinces, je ne vous ai pas dit que nous avons d'un côté le gouvernement provincial, dont les ministres ont leur cabinet. Et nous avons de l'autre côté un gouverneur qui a également ses conseillers, son cabinet. Nous avons les ministres, les députés provinciaux, qui chacun a un assistant parlementaire et le bureau de l'Assemblée provinciale qui dispose également des membres qui ont leur cabinet. Tout cet argent qu'on engage pour payer le personnel politique au niveau tant national que provincial, si on pouvait l'engager dans les développements, dans les investissements, vous savez combien d'argent nous avons? Donc on ne peut pas organiser un pays, s'il vous plaît, cher Gilbert, que tout l'argent soit donné aux politiciens. Bon, dites-moi, aujourd'hui vous décidez, comme Sango Mokonzi, mon frère Israël Mutombo, a dit que moi, je ne serai pas élu comme député. Donc, comme lui n'accepte pas d'entrer en politique, donc que lui soit mis à côté. Et que l'argent profite aux autres. Les enseignants. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose de honteux qui se déroule dans notre pays. Les professeurs d'université, ils se sentent à l'aise que quand ils sont conseillers des ministres de leurs anciens étudiants. Vous vous rendez compte?
Pourquoi? Parce qu'un professeur d'université ne peut pas se retrouver dans son métier le plus noble d'apprendre, de donner l'éducation, la formation aux étudiants, mais pour bien se retrouver, pour s'acheter une maison, pour s'acheter un véhicule, il doit être conseiller, il doit être DIRCAB quelque part, il doit être ministre. Vous comprenez? À qui revient la faute quand on sait qu'il y a Mais j'ai inégalité? dit c'est la Constitution. Je dis bien c'est la Constitution. Parce Ce n'est pas le régime, c'est la Constitution. J'ai dit bien la Constitution est hyper institutionnalisée. Nous avons un pays hyper institutionnalisé. Nous avons trop d'institutions qui sont prises en charge par le Trésor public. Aujourd'hui, on vous parle de fonctionnaires qui sont payés en retard ou dont l'enveloppe a été réduite. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on doit payer le personnel politique. Or, nous avons la guerre à côté. Nous avons la guerre à côté. C'est pourquoi nous... Mais malgré la guerre, les soldes des militaires ont été revus à la hausse. C'est ce que je dis. Ils sont payés doublement actuellement. Ils sont payés doublement, c'est parce qu'il y a eu également le triplement de notre budget. Et le président de la République qui a compris que nous devrions prioriser les FARDC, l'a compris étant donné que nous sommes en guerre, il l'a fait. Bon, les pasteurs, les abbés et consorts, ils sont libres. Ce sont des citoyens comme tout le monde. Ils peuvent émettre leur point de vue. Cela entre dans le cadre de la liberté d'expression. Ils peuvent s'exprimer, ils peuvent vouloir le changement ou non, mais nous sommes dans une démocratie. C'est la voix de la majorité qui va s'imposer. Donc, la démocratie et la dictature de la majorité. Que les gens qui disent non le disent lorsqu'il y aura les référendums, que les gens qui disent oui le disent également lorsqu'il y aura référendum. Voilà, alors prenons le deuxième sujet, les sanctions contre Joseph Kabila Kabange. De quoi est-il précisément accusé? Vous êtes analyste politique, je rappelle. Oui, Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2021. Et qu'est-ce que je dis? Depuis 2001. 2001, voilà. S'il y a des licenciés qui ont fini l'université, qui pouvaient jouir, comme les licenciés de 98, qui ont joui d'un concours des administrateurs des territoires, ça devrait être moi, ça devrait être nous. Nous sommes les premiers licenciés de Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila a sacrifié toute une génération de notre licence. Moi, je suis parmi les premiers licenciés. Juillet 2001, j'ai fini l'université. Joseph Kabila venait de prendre le pouvoir le 26 janvier 2001. Okay. Il prend le pouvoir. Ceux qui étaient contre son père, ceux qui ont combattu son père, je ne sais pas, jetez-vous un peu dans l'illusion, s'il vous plaît, que ceux qui ont tué votre père deviennent vos alliés. Et il s'est éloigné de tous les proches de son père. Et tous les proches de son père sont morts dans la misère, dans la désolation. Moïse Kongolo, Babimbaye, Kakouji, et tous les Bantous qui ont participé à la prise du pouvoir avec l'AFDEL, d'une manière générale, tous sont morts. Je dis bien, tous sont morts. Par contre, tous nos frères Tutsi, dit Banyamulenge, tous sont en vie. Pour quelle raison? Bougera est en vie. Nyarugabo est en vie. Bizimakara est en vie. Mon frère en Christ, Azaria Suruberwa, est en vie. Mais pourquoi les autres doivent mourir? Comment la mort ne peut localiser que tous les Bantous, cofondateurs de l'AFDEL, qui ont participé dans la conquête du pouvoir avec l'AFDEL, mais tous nos frères Tutsi, tous nos frères rwandophones, je dois dire, sont vivants. Mais on dit en politique, tous les coups sont permis, même celui du bas de la ceinture, c'est ce que je dis, pour préserver ses intérêts. Mais alors, qui a organisé ça? Moi, je crois que nous avons une tribu un peu naïve, qui congolise tout le monde, qui katanganise tout le monde. Tous sont morts. Et qu'est-ce qui se passe? Il se rallie à qui? À Rouberois. À tous ceux, à Moïse Nyarugabo, Mende, Kinke, tous ceux qui ont combattu son père, ce sont eux qui sont devenus
dans le cercle privé. Moi, j'ai été alerté à l'époque. Et je l'ai dit dans l'émission Kiosque, à l'époque, présentée par Serge Kabongo, que je salue en passant. Je leur dis, comment vous ne pouvez pas examiner? Et Serge me dit après l'émission, non. Mais pourquoi nous n'avons pas un sens, nous n'avons pas le flair, nous n'avons pas le punch de réflexion. Quand quelqu'un se rallie aux ennemis de votre père, on peut tirer quelle conclusion? Et toute la politique de son père, lui, a marché dessus. Et en marchant dessus, quand est-ce que Kabila rit? Regardez tous les 18 ans qu'a régné Kabila dans ce pays. Kabila n'a jamais ri ici. N'a jamais ri. Il n'a jamais souri. C'est quand il est, oui, c'est quand il est avec Kagame, il est avec Museveni, que vous le voyez ouvrir ses dents. Et combien de chirurgies il a fait esthétiques pour se ressembler à Mzee Laurent Désiré Kabila. Ah bon? Ce sont des accusations graves. Ce ne sont pas Moi, des j'ai vu plusieurs images de notre ancien président ami, en train de rire et de sourire. Gilbert. Il y en a, ceux qui peuvent balancer les vidéos. Gilbert, s'il vous plaît. Le discours de Joseph Kabila au Conseil de sécurité existe. L'allocution, la prestation de serment. Compare les deux prestations de serment de Joseph Kabila. La première, le 26 janvier 2001. Moi, Joseph Kabila Kabange, Kabila, il ne prononce pas. Ça se trouve sur l'internet, vous pouvez aller chercher. Joseph Kabila Kabange. Non, Kabira. Pas même Joseph Kabila. Non, c'était Joseph Kabila. Ouais. Il est devenu Kabange en 2001. Oui, il est devenu Kabange en 2002 quand on a envoyé Ngoïmouke à Lubumbashi. C'est comme ça les Baloubaka vont s'asseoir pour dire chez nous Kabange, donc Kabila, comme on dit les jumeaux, donc on doit faire de lui Kabange. Et en 2001, il a signé, il a prêté serment comme Joseph Kabila, mais en 2006, il a prêté serment comme Joseph Kabila Kabange. Et en 2011, il a prêté serment comme Joseph Kabila Kabange. Pourquoi cette différence? On est en 2012. On doit organiser les élections. En 2011, Joseph comprend que non. Si nous allons aux élections avec l'élection au second tour, je ne saurais pas tenir devant Etienne Tshisekedi qui a dit coûte que coûte, moi je vais participer aux élections. On organise une révision à la hâte de la Constitution pour réduire le pays à les élections à un tour au suffrage direct. Et on comprend que à la majorité simple, Tshisekedi va me battre. Kabila organise tout l'armement. Il demande à Tanganda, Bosco Tanganda, il demande à Makenga. On prend tout l'armement, on envoie dans l'est de la RDC. Au cas où il perdait les élections, je ne le dis pas aujourd'hui, je l'ai dit hier, je l'ai dit pendant qu'il était au pouvoir, au cas où il perdait les élections, qu'il se réfugie à Goma. L'idée de Joseph Kabila d'aller vivre à Goma n'est pas venue d'aujourd'hui. Ceux qui l'entourent le savent. Et moi, en 2013, celui qui était le numéro 3 de M23, paix à son âme, Moïse Choko Tchembo, il m'a dit à moi, le secrétaire général, parce que quand on a mis fin au M23, on est rentré ici, l'accord, les déclarations de Nairobi, l'accord de Kampala, disait que on transforme le M23 de mouvement politico-militaire en parti politique. Moïse Choko Tchembo est venu ici et il a fait créer le parti. Ça existe. Allez au ministère de l'Intérieur. Alliance pour le salut du peuple. ASP. Ce parti-là, le premier secrétaire général, c'est M. Faustin Sotala. C'est un agent à la DGI. Vous pouvez aller lui demander aujourd'hui. Il nous a dit que non, le président du M23 se trouve ici à Kinshasa. Joseph Kabila. Nous l'avions dit à l'époque. Mais quand il a gagné les élections, il a cessé. Tshisekedi aussi, je rappelle, a invité une délégation du M23 à Kinshasa pour les échanges. Lui-même l'a dit lors d'un briefing presse tenu à la RTNT. Mais qui l'avait fait? C'était Ibalanki. Ibalanki est où aujourd'hui? Quand vous êtes chef
votre conseiller vient vous proposer, non, voilà, nous voulons la paix avec ces gens. Mais aujourd'hui, Ibalanki est où? Soyons rationnels. Ibalanki avec le M23, on vient de me dire qu'il a quitté. Mais vous comprenez l'agenda que ces gens avaient. Donc c'est justement pour vous dire que Kabila a toujours été pro-Rwanda. Kabila avait reçu 4 missions. Lesquelles? Je l'ai dit dans une émission, nous étions avec John Omombo. Il m'avait dit, mon cher, ne répétez plus ça. La première mission, vous pouvez répéter, hein, pour rendre poreuses les frontières de la RDC. Tous les accords qui ont été signés avec le papa ici, Chibanda, Tongamulongo, tous les accords c'était pour permettre que nos frontières soient poreuses dans l'est de la RDC. L'armée rwandaise pouvait entrer quand elle veut et elle pouvait sortir quand elle veut. Et toutes nos frontières, il a été convenu que pour fragiliser le système immunitaire, j'ai toujours dit que les gens ne meurent pas du sida, les gens meurent de la malaria. Parce que quand le sida vient, il s'attaque premièrement au système immunitaire. Donc les armes, les globules rouges, les globules blancs qui font la défense de notre corps, eux commencent par les détruire. Et facilement, quand la malaria viendra, elle va vous affaiblir, elle va vous faire tomber. Quand la typhoïde va venir, ainsi de suite. Et Kabila, la deuxième mission, c'était faire neutraliser, faire infiltrer, détruire le système immunitaire, le système sécuritaire de notre pays. Pas les infiltrations. Vous savez ce que Kabila a fait? Kabila ne faisait que nommer les Congolais et les Rwandais étaient des seconds. Or, ce sont les Rwandais qui dirigeaient. Ce sont eux qui dirigeaient. Notre police nationale congolaise. Vous avez le commissaire général John Numbi et le commissaire général adjoint, c'était qui? Comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Le général rwandais. Oui, un général rwandais. Il est encore ici, il vit encore ici. Dans l'armée, vous avez le général, je crois, Etumba, et l'adjoint, c'est Bosco Tanganda. Et Bosco Tanganda est dans notre pays général, et quand il arrive à la CPI, il se présente comme sergent dans l'armée rwandaise. Et Kagame lui-même avait dit, dans ce pays-là, du sommet jusqu'au fond, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas servi dans l'FPR. Donc c'est justement pour vous dire que il a été sanctionné pour cette collaboration avec le Rwanda dans le cadre de déstabiliser notre pays. Devant Lusakoueno et Monvi Ouechi, en Belgique, qu'est-ce que Tshisekedi a dit? Le patron de l'AFCM 23, c'est Kabila. Nous l'avions dit à notre époque, le CV de renseignement n'avait pas pris ça en considération, mais le chef de l'État l'a dit. Et aujourd'hui, même les Katoum... Il n'a jamais dit quand ils étaient en coalition, en cohabitation politique. Kabila, Tshisekedi ne l'a jamais dit. Mais c'est après leur rupture qu'il l'a dit. Mais après la rupture est venue comment? Et s'il le savait depuis très longtemps? Mais pourquoi? Mais il s'est taisé. Non, c'était... Au nom de la coalition. Non. Les velléités de déstabilisation du pays sont venues dans le chef de Kabila lorsqu'il y a eu rupture, FCC cache. Et pourquoi il y a eu rupture? Kabila a voulu bloquer Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier conflit, on n'est pas amnésique. Moi, je retiens un peu beaucoup de choses. Okay. Le premier conflit résulte de la guerre qui a réussi la gratuité de l'enseignement primaire. Shadari à Lubumbashi déclare, c'est nous qui avons réussi avec Maker Mongo. On cherche c'est où? La gratuité, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme il a réussi, il a commencé à le combattre. Comment? Tous les mandataires qui ont été nommés par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en date du 20 mai 2019 n'ont été notifiés qu'au mois de mars 2020. Tshisekedi a voulu opérer les changements à l'état-major général de l'armée. Les ordonnances ont été signées. Elles sont parties chez... Au ministère du portefeuille. Le ministre, non, le Premier ministre. Parce que le Premier ministre doit contresigner les ordonnances du chef de l'État dans la magistrature et dans l'armée. Le Premier ministre s'est assis dessus. Obey Minaku, Ramazani, Mouilania ont demandé au Premier ministre de ne pas contresigner. Et ça a bloqué. Et c'est comme ça, le président de la République va profiter du voyage du Premier ministre, comment il s'est appelé, à Lubumbashi. Oui, Albert, non. le PP. Oui, le PP. Lorsqu'il est parti à Lubumbashi, c'est comme ça qu'il va laisser
à Kankonde, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à Simon, l'intérim du vice-premier du Premier ministre, pour signer le changement à la Cour constitutionnelle. Et la guerre commence là. Je me rappelle, mon ami, mon frère, mon grand frère, India Omari, on s'est entré dedans. On s'est tiré dessus. Et lui soutenait les 3 magistrats qui ont refusé de prêter serment parce qu'on leur a dit on n'allait pas prêter serment et pourtant ils ont été déjà dans l'exercice, ils ont fait leur exercice le jour pour le défilé. Mais le jour, on leur refuse d'aller prêter serment. Moi j'ai dit c'est papa ici, ils ont perdu leur travail. J'avais fait un coup de gueule qui avait créé des bruits et India Omar il m'avait répondu. Et aujourd'hui où sont ces papas? Ils ont perdu leur carrière. On dit que le FCC accusait à l'époque le régime Tshisekedi de ne pas respecter les termes de l'accord qui a été signé entre FCC et Cash à l'époque. C'est la raison pour laquelle le Front commun pour le Congo mettait un peu de peau de banane. Vous pouvez demander aujourd'hui chef de l'État à l'honorable Mayo, vous pouvez demander à M. Kabound, vous pouvez demander à l'honorable Augustin Kabouya, vous pouvez demander à ceux qui étaient délégués. C'est moi, en principe, qui devrais modérer la conférence ou la réunion devant conduire à la signature de l'accord FCC Cash à l'hôtel Congo Fleuve Hotel, Kempinski. Mais c'est par la suite que le général Etumbassor dit non, on ne va pas laisser à un journaliste de modérer. Nous-mêmes, nous allons modérer cette rencontre. C'est ça l'accord qui est connu, qui permettait au FCC ou au patron du FCC de désigner le Premier ministre et la coalition allait désigner les membres du gouvernement. C'est cet accord que nous connaissons. Bon, Kabila a dit qu'il a signé un accord. Et puis, comprenez un peu quand on prend les Congolais comme des imbéciles. Il dit non, la seule copie de l'accord, c'est moi qui la détiens. Comment moi je peux signer un accord avec vous? Nous signons et moi je ne garde pas une copie. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et Tshisekedi ne peut pas se faire prévaloir de sa propre turpitude en refusant de garder une copie de l'accord. Mais qui la publie? Et qui le publie, excusez-moi? Qui publie l'accord? C'est tout ce que nous attendons. Voilà, monsieur Joël Kadir, on doit évoluer. Est-ce que ces sanctions infligées contre Kabila, Kabang et Joseph ne vont pas impacter négativement le dialogue en cours entre les régimes Kinshasa et les rébellions du 1-23? Je ne crois pas. Ça fragilisé. Parce que c'est Kabila qui finançait. Avec tous ces milliers, toutes ces milliers d'entreprises, l'argent venait ici. Je vous épargne d'une confidence que je voulais donner. Un ancien ministre des Mines a été arrêté. C'est lui qui a identifié toutes les entreprises de Kabila. Et c'est lui qui a même identifié l'Indien, qui était pratiquement le financier de Kabila, qui envoyait de l'argent. L'argent pour financer la rébellion ou l'agression venait d'ici à Kinshasa. Kabila est multimilliardaire. Aujourd'hui, comme on a gelé ses biens, ses avoirs, aussi bien aux États-Unis comme ailleurs, et quand on dit les gens minimisent, cher ami, quand vous êtes frappé du gel de vos avoirs aux États-Unis, ça veut dire que vous ne pouvez pas effectuer les opérations en dollars. Posez la question à mon vieux Bochab. Même Nangala dit, quand il est pour négocier sa carrière minière, son carré minier, à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était pourquoi? Parce que lui ne pouvait pas, en personne, traiter, transacter avec les opérateurs économiques pour investir dans sa carrière. Lui ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas effectuer les opérations en dollars. Tous vos comptes en dollars sont gelés. Ils sont gelés. Bon, alors, dites-moi, aujourd'hui, pour que Kabila achète quelque chose en dollars, il doit chercher l'argent chez d'autres personnes. Et ça pèse. Et voilà pourquoi Nyaruga va pleurer. Pour dire que non, les États-Unis ne punissent, ne sanctionnent que du côté Rwanda et non du côté congolais. Donc vous comprenez. Est-ce que ces sanctions ne constituent pas une ingérence quand on sait qu'entre les États, il y a égalité de droits? Je sais qu'il y a des forces majeures, mais est-ce que ce n'est pas une ingérence des États-Unis de sanctionner un ancien président de la RDC? Diplomate de formation, internationaliste de formation, ancien journaliste, juriste, je dois vous dire que en relations internationales, ce sont les rapports de force. Et ici, les rapports de force
ont fait que le Rwanda et la RDC signent un accord. Et ils sont en train de piloter, de parrainer des négociations d'abord au Qatar, puis à Genève, en Suisse. Et ils trouvent que vous êtes en train de bloquer. Or, en relations internationales, qu'est-ce qui compte? Ce ne sont pas les amitiés, ce sont les intérêts. Les États-Unis ayant leurs intérêts ici, et trouvant que Kabila, Kagame, le Rwanda, constituent des obstacles à la réalisation de leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils ne peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? C'est sanctionner. Donc, il n'y a pas question d'ingérence dans les affaires internes de la RDC. Mais ils sont allés arrêter Maduro. Ils ont commencé une guerre en Iran. Ils ont obtenu l'autorisation parce qu'en fait, conformément à la charte des Nations Unies, ils devraient obtenir l'autorisation du Conseil de sécurité, ce qui n'a pas été fait. La Russie a attaqué l'Ukraine avec l'autorisation de qui? Donc les relations internationales, ce sont les rapports de force. Voilà, M. Joël Cadet, nous sommes en train de chuter petit à petit. La dernière question que je voulais vous poser est celle de savoir, l'UDPS a organisé une marche, une manifestation, et nous avons vu les images. Les militants de l'UDPS ont incendié un parti politique appartenant à l'ancien président Joseph Kabila Kabange. C'est vrai, la Constitution garantit la liberté d'expression, des mouvements, des manifestations, mais aller jusqu'à casser, à incendier, nous sommes plus dans la démocratie, nous sommes dans je ne sais pas comment qualifier ça. C'est la dictature en fait. Cela vous inspire quel commentaire quand on sait que l'UDPS d'hier était contre ce genre de choses? Bon, il y a lieu de condamner ces actes de vandalisme, nous ne pouvons pas les tolérer ni les accepter. Et dans la mesure où, quand l'UDPS était dans l'opposition, elle a connu la destruction de son siège, nous avons condamné. Son siège a été incendié, des gens ont été tués à l'intérieur, calcinés à l'intérieur. Donc nous ne pouvons pas tolérer que les mêmes pratiques que nous avons condamnées hier puissent se répéter au moment où l'UDPS est au pouvoir. Je crois qu'il y a lieu que les enquêtes soient organisées, que les auteurs de ces actes de vandalisme soient identifiés, poursuivis et condamnés par la justice. Les enquêtes qui ne produisent rien dans ce pays, elles peuvent commencer, mais à fin, il n'y a pas de résultats finaux. Il appartient aux victimes de s'en plaindre et de diligenter. C'est tout ce que moi j'ai compris dans ce pays. Donc si vous ne suivez pas un cas, n'est droit que lorsque il est réclamé par la victime. Voilà, nous clôturons notre émission. Votre mot de la fin? Non, je voudrais, si vous permettez, c'est un petit biscuit que j'allais peut-être lancer au début de l'émission, c'est saluer le désir, l'engagement entrepreneurial de M. Godefroy Kizaba, professeur de son état, directeur général de l'Agence nationale du développement de l'entrepreneuriat, qui venait d'effectuer une descente dans la Grande Orientale. Il a été à Isiro, il a été à Beni, il a été également à Bunia, donc à Nituri, il a été à la Chopo pour réveiller ce sens de l'entrepreneuriat, surtout des jeunes, parce que pour lui, l'avenir, le développement de notre pays repose sur l'entrepreneuriat de jeunes. Il a été au Congo central, il a été à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kasumbalesa, pour ouvrir les sièges provinciaux des agences. Je crois que c'est un esprit qu'il faut féliciter, parce que le président de la République avait promis qu'il va créer des millionnaires congolais. On ne peut créer des millionnaires congolais que lorsque on s'engage dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas se développer dans la fonction publique. Un salarié ne peut pas aller plus loin, ne deviennent riches que les entrepreneurs. Il y a lieu de saluer ces soucis-là, tout en disant que nous sommes pour le changement de cette constitution. On ne peut pas continuer à avoir une constitution qui fait de la République très hyper institutionnalisée, qui fait en sorte qu'il y ait des contestations post-électorales qui souvent aboutissent à la guerre, qui souvent aboutissent aux morts d'hommes. Nous voulons qu'on consacre la démocratie consensuelle dans cette nouvelle constitution et qu'on permette aux personnes vivant avec handicap, notamment les malentendants, d'avoir leur 5e langue, qu'on puisse l'inscrire dans notre constitution. Et dans cette constitution, on ne vous donne pas quelle est la superficie de notre pays.
Et ces flous-là fait en sorte qu'au demain, après-demain, nous pourrions trouver Kaemba déjà en Angola, nous pourrions trouver déjà Puerto en Zambie, nous pourrions trouver Bunagana en Ouganda, nous pourrions trouver Bukavu au Rwanda et Uvira au Burundi, ainsi de suite. Donc c'est le moment et c'est aujourd'hui qu'il faut faire. On lève l'état de siège, on restaure les institutions provinciales dans le nord et sud Kivu et dans l'Ituri également et on organise le référendum. Voilà pourquoi nous attendons des députés nationaux l'adoption de la loi portant organisation du référendum dans notre pays et cela permettra à ce que nous puissions engager les moyens qui restent en supprimant toutes les institutions budgétivores, que les moyens soient engagés pour les investissements. Voilà, l'avenir nous en dira plus, M. Joël Cadet. Merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, chers internautes. Je sais que vous êtes très nombreux comme d'habitude en train de nous suivre. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Wow, une très belle émission.